Seconde équipe de l'après-midi et la cinquième de la journée. Donc l'équipe du laboratoire Espace et de l'Université d'Avignon que coordonne Laure Casanova et nous. Donc le projet de recherche que vous coordonnez et que vous produisez s'appelle la multipropriété foncière et immobilière, quels effets sur les marchés locaux et quels enjeux de régulation. Et on va également inviter Blanche Guillemot, qui est directrice du logement et de l'habitat à la ville de Paris et qui a accepté de discuter vos travaux, vos contributions à la recherche et aussi à l'action. Je pense que c'est un sujet assez riche qui va beaucoup nous occuper. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats intermédiaires de notre programme de recherche sur la multipropriété foncière et immobilière, avec qui a pour question quels effets sur les marchés locaux et quels enjeux de régulation. Je tiens avant cela à remercier les membres du secrétariat technique du programme de recherche pour leur accompagnement. Bruno Marot, Eva Simon, François Ménard, Antoine Pochon, Mickaël Dupuis, nos partenaires au sein de Bordeaux Métropole et notamment Grégoire Ferrer qui nous accompagne très régulièrement sur ce projet, ainsi que l'ensemble de mes collègues et notamment je tiens à saluer la participation d'Antoine Péris, Rémi Lé et Manon Descrampes qui sont ici présents et qui ont particulièrement contribué à cette première séquence de notre programme. Donc, je vais rappeler brièvement le positionnement de notre recherche. Donc, nous travaillons sur la propriété résidentielle dans la perspective de comprendre deux principaux points. Premièrement, donc, les formes d'accumulation patrimoniale qui s'y opèrent et la typologie des multipropriétaires. Et deuxièmement, dans le but de comprendre quels sont les effets de l'implication des multipropriétaires dans le marché des transactions et dans le marché locatif. Donc on connaît bien les pouvoirs des propriétaires, pouvoir économique, pouvoir d'aménagement, pouvoir dans la gouvernance urbaine. De même qu'on connaît bien aujourd'hui les raisons de l'attrait croissant des ménages pour l'investissement immobilier. Donc je fais un rapide rappel des faits, mais on est en train de basculer tout doucement vers un modèle de propriétaire de logement au modèle du propriétaire qui accumule du patrimoine immobilier. Et donc, dans ce glissement, on a un changement de rapport au logement qui est de plus en plus vu comme un actif. Et donc, cette tendance, cette vision du logement comme actif, elle est elle-même encastrée dans deux dynamiques de fond. D'une part, la hausse des prix très très forte depuis la fin des années 90, et ensuite la tendance dite d'asset-based welfare qui consiste à, qui caractérise plutôt donc un retrait, un désengagement relatif de l'État dans un certain nombre de politiques sociales et qui du coup incite les individus à assurer la sécurisation financière de leur parcours de vie. Ce qu'on connaît mal en revanche dans ce contexte, ce sont les contours du phénomène de multipropriété, qui est souvent, à l'heure actuelle, appréhendé dans le cadre de sous-marchés, sous-marché de la location de court terme, sous-marché de l'investissement défiscalisé. Or, notre postulat, c'est que le développement de la multipropriété, il opère une recomposition de la propriété résidentielle depuis le milieu des années 2000, qui est assez forte, avec des dynamiques fortes de reconcentration des patrimoines chez une fraction de ménages et un accroissement de l'inégalité d'abordabilité au logement. Et donc, mieux connaître ce phénomène, c'est offrir les conditions de possibilité d'une régulation efficace de la multipropriété qui répondent aux enjeux d'abordabilité au logement, qui aujourd'hui touchent en premier, on le sait, les ménages les plus pauvres et les jeunes. Tout le monde en est bien convaincu ici dans la salle. Donc, notre programme de recherche, il se structure en 4 axes. Les axes 1 et 3, donc qui sont surlignés en orange, ont occupé la première séquence du programme, et donc la deuxième séquence sera dédiée aux axes 2 et 3.
J'en parlerai un peu dans les perspectives. Donc avant d'aller sur les résultats intermédiaires que l'on a produits, je dois rappeler que travailler sur la multipropriété, c'est d'abord faire face à un certain nombre de défis méthodologiques. Le sujet n'est pas seulement technique. Ce que signalent ces défis méthodologiques et qui justifient qu'on prenne un peu de temps ici pour les évoquer, c'est qu'il existe une opacité sur les patrimoines financiers dont la mise en transparence représente un enjeu majeur aujourd'hui. Alors on n'est pas les seuls à faire ce constat. On a par exemple plusieurs chercheurs, dont Piketty, pas le moindre, qui a la formule suivante à ce sujet. Il dit « Le retour d'une très forte concentration de la propriété auquel on assiste en ce début de XXIe siècle s'est doublé d'une grande opacité financière et est l'une des caractéristiques majeures du régime inégalitaire néopropriétariste mondial. » Donc partant de là, ça justifie peut-être un peu plus qu'on ait passé beaucoup de temps à s'intéresser à ces questions méthodologiques qui nous ont occupés au final près de 18 mois depuis le début de notre programme. Donc le premier défi, donc il y en a trois, auquel on s'est confronté, c'est celui de structurer et enrichir les bases de données existantes sur la propriété. Donc un traitement important a consisté, à partir des fichiers fonciers, à extraire la liste de l'ensemble des propriétaires fonciers immobiliers dans nos terrains d'études et à rechercher leurs biens à l'échelle nationale pour pouvoir qualifier le plus justement leur qualité de multipropriétaire. Le second travail a été de concevoir un protocole méthodologique pour caractériser la multipropriété. Il y a toute une série de choix à faire pour caractériser la multipropriété. La nature des droits de propriété qu'on va prendre en compte, l'échelle de mesure du patrimoine, l'individu, le ménage. Donc j'évoque ici un point important de la méthode, donc, à savoir que la configuration un logement, un ayant droit est très peu fréquente. On a très souvent un logement avec plusieurs ayants droit associés au bien. Or, dans les bases de données, on n'a pas la quotité, on n'a pas l'information sur la quotité de propriété détenue par chaque ayant droit. Et ça, c'est une lacune d'information qui implique de faire des hypothèses sur leur répartition. Donc on peut par exemple considérer qu'un bien est détenu en multipropriété si un des ayants droit au moins est multipropriétaire ou si tous les ayants droit sont multipropriétaires. Et on a mesuré que l'estimation du phénomène, elle différenciait de 10 points à l'échelle nationale selon l'une ou l'autre de ces méthodes. Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps pour définir les éléments qu'on allait prendre en compte dans notre méthode, puisque la somme de tous ces petits choix peut être très impactante sur la caractérisation statistique du phénomène à l'échelle nationale. Donc dans notre protocole, on a fait le choix de raisonner à l'échelle d'un territoire donné et de calculer dans ce périmètre la part des droits de propriété détenus par telle ou telle catégorie de propriétaires ou de multipropriétaires à partir de l'ensemble des ayants droit recensés dans le périmètre. Enfin, donc, le troisième défi méthodologique a été celui de concevoir une typologie des multipropriétaires. Alors je passe rapidement sur ce point puisque je vais y revenir dans un instant. On a défini des catégories statistiques qu'on a estimées pertinentes, on a fixé des seuils, on a testé leur significativité et ça aboutit à 5 catégories de multipropriétaires. Donc vous voyez ici sur le schéma, on a croisé la taille de patrimoine immobilier, donc de logement, le nombre d'unités foncières non bâties distinctes du foncier sur lequel sont détenus des locaux et la résidence principale. Et on a défini des multipropriétaires. Donc en bleu, on va avoir des catégories de multipropriétaires strictement immobiliers, en vert, des multipropriétaires strictement fonciers, et en orange, on a, par le croisement donc, de ces patrimoines fonciers immobiliers, différentes catégories de multipropriétaires immobiliers et fonciers. Donc, à l'issue de cette phase de préparation, conceptualisation du modèle de données et des tables intermédiaires, on a produit 4 principaux résultats intermédiaires. Donc, ce sont des résultats récents
qu'on va regarder, étudier avec attention dans les semaines à venir. Donc, mais ces 4 résultats, ils portent sur le poids de la multipropriété dans 4 agglomérations, sur la géographie de la multipropriété, sur les effets de la multipropriété sur le marché des transactions immobilières, et enfin sur les effets de la multipropriété sur le marché locatif. Donc, le premier résultat porte sur la structure locale de la propriété des logements dans l'agglomération de Bordeaux. Donc, sur ce graphique, on peut lire la part de chaque catégorie de propriétaires détenant sur le graphique de gauche des appartements et sur le graphique de droite des maisons. Donc, 3 points principaux sont à retenir de ces graphiques. Le premier point, c'est que les grands équilibres connus en ce qui concerne la distribution de la propriété à l'échelle nationale sont à peu près conservés sur nos terrains. Sur le parc des appartements, les particuliers sont dominants, suivis des bailleurs sociaux, les investisseurs privés détenant autour de 5% du parc. Et sur le parc des maisons, les particuliers sont dominants aussi, dans des proportions beaucoup plus importantes, puisqu'ils détiennent près de 80% du stock. Deuxième résultat à lire sur ces graphiques différencient, donc c'est la colonne de gauche, différencient les particuliers, et ça c'est une production donc inédite là, dans le cadre de ce programme, différencient les particuliers selon la catégorie de multipropriétaires à laquelle ils appartiennent. Donc on lit dans la catégorie de gauche, je ne reviens pas sur toutes les catégories, mais ce qui apparaît, c'est que les petits multipropriétaires, ceux qui détiennent entre 2 et 4 logements, donc au deuxième niveau dans la barre empilée, ils sont très importants dans le parc des appartements et ils semblent traduire, être le résultat donc, de cette logique d'investissement locatif des ménages qui s'est notamment développée ces dernières années. Autre point, on constate que la catégorie des multipropriétaires fonciers et immobiliers est loin d'être négligeable. Elle représente 7 à 10% de ces multipropriétaires, ce qui confirme l'intérêt pour nous de les étudier comme catégorie de propriétaires en tant que tels. Et le troisième point, à observer, c'est que lorsqu'on compare ces résultats sur les 3 autres agglomérations pour lesquelles on a produit ces analyses, donc les agglomérations de Lyon, Avignon et Nevers, on retrouve une structure locale de la propriété relativement équivalente à celle de Bordeaux, sauf dans le cas de Nevers, où les particuliers détiennent au global 10 points de moins de parcs au profit des bailleurs sociaux, et où les monopropriétaires détiennent 10 points de moins de parcs d'appartements au profit des gros multipropriétaires et des SCI. Donc, ce qui nous amène à formuler un certain nombre d'hypothèses sur la structure de propriété différenciée entre marché attractif et déprécié. En ce qui concerne la structure locale de la propriété foncier non bâti dans l'agglomération de Bordeaux, donc la figure montre que les particuliers sont extrêmement dominants, avec environ 80% de détention du foncier non bâti dans ce territoire. Parmi eux, 16% sont exclusivement des propriétaires fonciers. Ensuite viennent ceux dont le patrimoine est mixte, qui est composé à la fois de biens immobiliers et fonciers. Et donc les gros multipropriétaires ici, en bleu très foncé, sont peu représentés. Ce qui nous interpelle en revanche, ce sont encore une fois les petits multipropriétaires qui sont dominants, 50% de ces ménages. Les acteurs publics ici sont les seconds propriétaires fonciers, avec près de 11% du stock détenu. Ce résultat est là encore relativement stable dans les 4 agglomérations étudiées, avec toutefois une nuance dans le cas d'Avignon, où les gros multipropriétaires fonciers apparaissent beaucoup plus présents. Donc, le second résultat intermédiaire que l'on vous présente ici porte sur la cartographie de cette structure locale de la propriété dans l'agglomération de Bordeaux. Donc, ces cartes réalisées à l'échelle des quartiers de la zone centrale de l'agglomération bordelaise mettent en évidence la part de logements en 2011 détenus, donc de gauche à droite, c'est-à-dire par les gros multipropriétaires, les petits multipropriétaires, les mono-multipropriétaires, les SCI et les bailleurs sociaux. Et sur la seconde ligne, vous avez la dynamique d'évolution de chacune de ces catégories. Donc, plusieurs grandes tendances concernant la géographie du patrimoine résidentiel des catégories de propriétaires sont observées. Sur la première ligne, donc, on voit que les hypercentres urbains font apparaître une concentration
du parc résidentiel par les gros multipropriétaires et les SCI. La petite multipropriété, en revanche, a une géographie plus diffuse, sans réel pattern spatial qui se distingue. Et les communes périphériques du pôle urbain de l'agglomération sont plutôt caractérisées par une surreprésentation des monopropriétaires, ce qui est bien cohérent avec la dynamique périurbaine pavillonnaire qu'on connaît. Certains quartiers péricentraux observent également une concentration de leur parc par les bailleurs sociaux. Et on verra que dans la carte juste en dessous, sur la dynamique, on va avoir des zones pour lesquelles on va avoir des croissances fortes et puis des diminutions de ces bailleurs, ce qui traduit plutôt des mouvements de relocalisation du parc des bailleurs sur la période. En ce qui concerne la dynamique de la multipropriété, donc les cartes en deuxième ligne, la première tendance qu'on observe, c'est la progression de la petite multipropriété et de la propriété des SCI. Dans certains quartiers, cette petite multipropriété et la propriété des SCI progressent au détriment de la grande multipropriété, qui peut localement afficher une baisse relative de part de parc détenu. Donc, le troisième résultat que nous avons produit concerne les effets de la multipropriété sur le marché des transactions immobilières en France métropolitaine. La figure que vous voyez ici rend compte de ce résultat, qui est issu d'une analyse économétrique menée par Émilé dans le cadre de son postdoctorat. Donc, l'analyse a consisté à mesurer les différences de prix d'achat d'un logement selon la taille du patrimoine des propriétaires, que vous voyez reporté ici en abscisse, et le fait que cet achat soit consécutif ou non à une vente, donc ce qui est différencié par la couleur rouge ou bleue sur le graphique. Donc en bleu, il y a une revente simultanée, en rouge, il n'y a pas de revente simultanée au moment de l'achat d'un nouveau bien. Donc une part importante de la méthode, ça a été décrit par les équipes précédentes qui ont travaillé à partir des mêmes approches, a consisté à contrôler de l'hétérogénéité des choix en logement en fonction de la taille du patrimoine, puisque l'objectif, c'était de mesurer les différences de prix d'achat entre les catégories de propriétaires pour un bien similaire. Pour cela, donc, il y a une méthode introduisant un effet fixe logement qui est mobilisé et qui implique de se fonder sur un échantillon de ventes répétées de logements, ce qui représente au final 15% des transactions immobilières sur la période, soit 600 000 ventes environ. Donc, les résultats que vous voyez ici, ils montrent des différences de prix d'achat pour chaque catégorie d'acquéreurs, qui est ici caractérisée par, comme on l'a dit, par sa taille de patrimoine. Donc des différences de prix d'achat lorsque l'ensemble des effets de structure sont contrôlés. Donc ces résultats, ils s'interprètent au regard d'une catégorie de référence. Donc il s'agit ici des propriétaires qui sont dans une configuration d'achat-vente et qui possèdent un logement unique, c'est-à-dire on est plutôt donc dans des cas de mobilité résidentielle. C'est cette catégorie qui est prise en référence et on va regarder donc les écarts estimés en pourcentage par rapport à cette situation de référence. On a deux principaux résultats qui sont à relever à partir de cette figure. Premièrement, c'est qu'à nombre de propriétés similaires, les acquéreurs qui ne sont pas dans une configuration d'achat-vente, vous voyez en rouge, payent plus cher. Donc c'est l'exemple des achats de ménages qui se font de façon additionnelle à leur résidence principale, par exemple dans le cadre d'un investissement locatif. Donc, ces ménages-là, vous allez les voir donc, sur la courbe en rouge. Deuxième résultat que l'on a pu mettre en évidence à travers ce travail, c'est qu'à configuration financière similaire, qu'on soit dans une configuration d'achat-vente ou d'accumulation-addition de patrimoine, les prix d'achat décroissent à mesure que le patrimoine des acquéreurs augmente. Donc les nouveaux propriétaires payent plus cher en comparaison des autres acquéreurs pour lesquels l'expérience semble jouer favorablement dans la négociation du prix d'achat du bien. Et ce que met en évidence le graphique ici, c'est notamment que les difficultés d'accès à la propriété s'accentuent en particulier pour les primo-accédants, dont il a été mesuré qu'ils payent environ plus de 7% par rapport à la catégorie de référence de l'étude. Le bien, pour un bien similaire. Donc une piste potentielle pour faciliter l'accès à la propriété serait de réduire, de ces catégories d'acheteurs, serait de réduire les différences de prix d'achat qui affectent les nouveaux propriétaires
au moment où on a plutôt des politiques publiques qui se concentrent sur la solvabilisation des nouveaux propriétaires. Donc là, on a des éléments pour réfléchir à de nouveaux leviers d'action. Autre élément qui a été estimé par l'analyse, c'est que les acquéreurs qui achètent leur logement en vue de l'occuper payent environ 4,5% plus cher que les acquéreurs qui achètent un logement en vue de le placer sur le marché locatif. Donc on voit bien les asymétries qui peuvent s'opérer sur ce marché. Le quatrième et dernier résultat que nous vous présentons concerne les effets de la multipropriété sur le marché locatif dans l'agglomération de Bordeaux. Donc nous avons cherché à étudier leur rôle sur ce marché locatif où ils sont dominants, notamment la possibilité qu'ils sélectionnent des profils de locataires. Donc l'objectif a été d'identifier de potentiels couples préférentiels de propriétaires et de locataires sur la base de leurs caractéristiques statistiques observables à partir des données Fideli 2017. Donc cette analyse a été menée par Manon Descrampes, qui a été accueillie à France Stratégie et co-encadrée par l'équipe d'Avignon pour ce travail, Manon qui est là. Ce travail a conduit à produire des statistiques descriptives que vous voyez reportées ici sur la diapositive, ainsi qu'une régression linéaire qui a permis de mesurer si la corrélation entre les revenus des locataires et la taille du patrimoine est robuste aux caractéristiques du logement et du ménage. Donc la figure montre que les ménages qui appartiennent au premier et au deuxième décile de niveau de vie pour les locataires sont majoritairement logés par les gros multipropriétaires. A l'inverse, lorsque le revenu des locataires augmente, les caractéristiques du propriétaire évoluent et les petits multipropriétaires sont principalement associés à des locataires de revenus intermédiaires, donc situés entre le 3e et le 8e décile, et les monopropriétaires, eux, ont tendance à loger les locataires les plus riches. Donc il existe a priori un lien entre les caractéristiques des locataires et celles du propriétaire bailleur, et l'ajout des variables de contrôle, âge et taille du ménage, taille du logement, localisation, ne modifie pas le caractère préférentiel des couples locataires-propriétaires qu'on a pu observer ici. Donc c'est une recherche qu'on aimerait poursuivre et approfondir, notamment si on en a l'opportunité par un financement de thèse pour Manon, qui est en train aujourd'hui de chercher ce type de financement. Donc on entame aujourd'hui la séquence 2 du programme de recherche, donc avec 3 objectifs. Premier objectif, donc l'approfondissement des analyses quantitatives qu'on vous a présentées ici. On a besoin de consolider et de s'approprier ces résultats. On va ensuite très rapidement engager un travail avec Loïc Bonneval, ici présent aussi, sur donc une enquête sur le rapport des multipropriétaires à leur patrimoine. Donc il s'agit pour nous de travailler à fixer la population enquêtée, la stratégie d'enquête. Et on va également analyser les dispositifs à l'œuvre pour réguler les effets négatifs de la multipropriété. Donc il y a des premiers entretiens qui ont été faits et l'hypothèse qu'on a, c'est que cette catégorie de multipropriétaires, elle ne correspond pas en tant que telle à une catégorie existante d'intervention de l'action publique. La multipropriété, à travers les politiques publiques, est appréhendée au travers de politiques publiques fragmentées et donc qui abordent cette question de façon indirecte. Donc on va questionner dans la suite du projet les apports et limites de cette construction fragmentée de la politique publique de régulation de la multipropriété. Voilà. Bon, on en est aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a choisi d'inviter Blanche Guillemot, qui est directrice de l'habitat et du logement à la ville de Paris. Donc, j'imagine que les questions de multipropriété, vous connaissez un petit peu, vous y êtes un peu confrontés. La semaine dernière, on a vu passer dans Mediapart un article issu d'une enquête interne de la ville de Paris qui montrait que 58% des logements étaient détenus par des multipropriétaires de au moins 5 logements. Donc,
plutôt voilà, un sujet assez prégnant. C'est pas un terrain de l'équipe, mais peut-être que vous allez pouvoir un peu dialoguer ou en tout cas retrouver certains de ces résultats. Peut-être par rapport à ce que vous observez au quotidien, par rapport aux travaux aussi que vous avez pu conduire au sein de la ville de Paris, qu'est-ce que vous évoquent un petit peu les résultats de cette équipe et quelles seraient un petit peu les pistes ou les recommandations que vous formuleriez pour leur permettre d'affiner encore ces résultats et d'aller encore plus loin? Ça marche? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cette présentation. La première chose que ça m'inspire, c'est que cette question de l'analyse de qui détient finalement le parc immobilier, c'est quand même assez... je pense que c'est quand même assez novateur, puisque les politiques publiques du logement ne sont pas vraiment fondées sur une analyse en fait, de la détention du parc. En fait, elles ont pour objectif, notamment à Paris, notre objectif, c'est de développer le logement public et donc détenu par la puissance publique, justement, avec l'objectif de protéger le parc et de le destiner de façon préférentielle aux ménages les plus précaires qui ne peuvent pas accéder au marché privé. Et donc, on consacre évidemment beaucoup de nos efforts à produire du logement social et abordable, et donc par tous les moyens possibles. Et donc ça passe notamment par l'acquisition sur le marché. Donc nous, en tant que Ville de Paris, on a des outils également d'intervention foncière. Donc d'une certaine façon, on est aussi multipropriétaire. Voilà, puisque on intervient aussi sur le marché justement pour... et après, c'est nos bailleurs sociaux qui sont nos opérateurs. Voilà, donc je pense que c'est une approche intéressante parce en tout cas, pour une ville comme Paris, on est parvenu à respecter la loi SRU, donc on est bientôt à 25% de logement social. On souhaite aller plus loin, mais on voit bien que la régulation du parc locatif privé, qui du coup est détenu effectivement de plus en plus par des multipropriétaires, obéit à des déterminants qui sont des déterminants macroéconomiques, le taux d'intérêt, le contexte, le rapport entre l'offre et la demande, mais aussi beaucoup par des décisions financières et patrimoniales de multipropriétaires qu'on connaît finalement assez peu. Et donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment intéressant de s'y attarder. Et après, ce qui reste à construire, mais c'est ce que vous êtes dit en conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'approche de politique publique de régulation des multipropriétés. En fait, notre intervention sur le marché locatif privé, il est fondé un peu sur deux piliers. C'est d'une part, devant l'extension des meublés de tourisme, c'est d'essayer d'en limiter l'impact sur le logement. Et donc là, finalement, on a une professionnalisation là aussi de multipropriétaires, mais assez récente, pour qui cet investissement-là a représenté dans les 10 dernières années une aubaine financière et une rentabilité absolument sans commune mesure avec l'investissement locatif classique. Donc là, ce qu'on a développé, c'est des outils pour réguler et protéger l'habitat. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on contrôle, c'est plutôt des multipropriétaires très professionnalisés qu'on trouve sur ce marché-là. Et puis après, le deuxième pilier de notre intervention, c'est l'encadrement des loyers, et donc le fait d'avoir des loyers de référence qui s'imposent dans le rapport entre le bailleur et le locataire. Que ce bailleur soit multipropriétaire ou pas, finalement, ce qui compte pour nous, c'est que le loyer respecte un loyer de référence qui soit à peu près quand même corrélé aux capacités contributives des habitants. Et donc là, on s'intéresse assez peu à la multipropriété. Mais ce qui nous manque comme outil aujourd'hui, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait un peu aller, c'est comment la puissance publique, notamment par l'outil fiscal, peut travailler sur cette question de la détention finalement d'un patrimoine immobilier qui ne bénéficie pas aux habitants et qui finalement n'est qu'un produit de placement. Voilà. Et donc, est-ce que l'outil fiscal, jusqu'à quel point est-ce que mobiliser davantage cet outil, le donner plus à la main des collectivités, c'est une piste intéressante. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nos questionnements d'aujourd'hui, c'est ça. Et donc la répartition des pouvoirs entre l'État et les collectivités de ce point de vue-là n'est pas très avantageux pour nous, puisque tout ce qui est la fiscalité sur les propriétaires évidemment dépend de l'État. J'avais quand même deux questions peut-être aussi de méthode sur les deux graphiques, sur l'impact à la fois sur les prix d'achat
et sur l'impact sur les revenus des locataires, est-ce que c'est uniquement les multipropriétaires personnes physiques que vous avez analysés ou il y a aussi les bailleurs sociaux dedans? Voilà, je m'interrogeais parce qu'ils sont aussi des acteurs du marché. Et donc, ça pourrait être assez logique que les multipropriétaires bailleurs sociaux soient ceux qui ont les locataires les plus, enfin dans les déciles de revenus les plus faibles. Voilà, mais donc du coup, je me demandais si dans le périmètre de ces deux questions, l'impact sur les prix et l'impact sur les revenus des locataires, voilà, c'était quel périmètre de multipropriétaires qui sont dedans? Non, on s'est focalisé sur les personnes physiques. Dans la partie sur l'analyse sur les prix d'achat, on a différencié les SCI. Et si je ne me trompe pas, dans la partie sur les revenus des locataires, c'est des biens détenus par des personnes physiques en leur nom propre. C'est bien ça. D'accord. Donc il n'y a pas les bailleurs sociaux dans le... Non. On s'est focalisé sur les personnes physiques et ponctuellement sur les SCI. Parce que du coup, c'est... Enfin, voilà. Enfin, pour interpréter l'interprétation du dernier graphique n'est pas si simple que ça. On peut se dire que voilà, quelqu'un qui n'a qu'un seul bien, finalement, il veut absolument ne prendre aucun risque et donc du coup sélectionner un locataire dont les revenus sont plus élevés, et quelqu'un qui est multipropriétaire avec finalement une capacité à apprécier le risque un peu différemment sur un patrimoine plus important. Voilà, peut-être qu'il est amené à être plus, un peu moins regardant sur les niveaux de revenus, ou alors par ailleurs il est détenteur d'un patrimoine qui est un peu moins cher et donc qui peut accueillir des locataires avec des taux d'effort corrects quand même sur un patrimoine moins cher. Enfin, voilà, ou alors il a du coup eu des logiques d'investir justement dans des logements de mauvaise qualité, donc du coup qui sont moins chers. Enfin voilà, du coup je trouve que ça appelle beaucoup de questions qu'on n'a pas beaucoup développées, ce graphique-là. Voilà, mais bon, évidemment, c'est pas la situation parisienne, mais bon, ça interroge quand même. Oui. Alors pour rebondir, en effet, les hypothèses retenues, c'est premièrement une moindre aversion au risque, comme vous le disiez, puisque vu qu'on a un patrimoine plus grand, ça permet de lisser les risques entre les locataires. Mais il y a aussi la question de l'absorption des APL. En fait, vu que c'est des propriétaires qui se professionnalisent, ils ont intérêt à... Enfin, il y a une sorte d'effet d'aubaine, en fait, avec la solvabilisation de ménages pauvres. Et donc, ça reprend, on peut relier ça aux travaux de Gabriel Fac et potentiellement tester les liens. Parce que Gabriel Fac, du coup, dans ses travaux, sur une certaine partie de la population, testait... le fait qu'une nouvelle partie de la population bénéficie des APL et le fait qu'il y ait un certain niveau des APL qui soit intégré dans le niveau des loyers. Voilà. Il n'y a pas un effet de structure aussi dans ce graphique, en gros mots. Parce que là, si j'ai bien compris, cette typologie, elle est faite sur le nombre de logements. Donc en fait, si on a 150 mètres carrés, un appart qu'on loue de 150 mètres carrés et un appart qu'on occupe de 150 mètres carrés, on a un petit multipropriétaire. Si on a 10 chambres de bonne de 10 mètres carrés, on a la même surface dans Paris, mais on est un gros propriétaire dans votre typologie. Donc du coup, si vous la faites en surface... je me permets de répondre parce que du coup, on a effectivement contrôlé des caractéristiques du logement, comme sa localisation, la nature du logement, donc si c'est un appartement ou une maison, et la taille du logement, avec comme proxy le nombre de pièces. Et on a aussi contrôlé des caractéristiques du ménage, donc comme l'âge du référent fiscal et la taille du ménage. Donc c'est des effets qui ont été contrôlés. Mais dans le graphique aussi ? Pas dans le graphique. Ah, voilà. Donc, d'où le fait donc, qu'on du coup, là, il me faudrait cette table, mais avec mono petit interagit pas avec les demi pour voir si on retrouve ces patterns bizarres. En fait, ça nous semblait intéressant de montrer quand même une partie stade descriptive où il y a certes des effets de structure et après d'aller regarder. Là, cette régression, elle va estimer le revenu d'un locataire par ses caractéristiques et le type de propriétaire qui lui loue. Donc en fait, là, il y a la partie avec effet de structure pour quand même avoir une vue globale et après une partie avec... Ça aplatit ou si ça... Oui, oui, croiser les deux. Ouais. Oui, bonjour, Isabelle Ray-Lefebvre, je suis journaliste spécialisée sur le logement. Et
quand l'INSEE a publié sa statistique sur ce qu'elle a appelé les multipropriétaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent plus de 5 logements, sans préciser quel type de logement, est-ce que c'était leur résidence principale, leur résidence secondaire, etc., moi, j'ai été complètement abasourdie par l'emprise que ces multipropriétaires ont sur le marché locatif privé hors institutionnel dans les grandes villes. Surtout que quand on a l'Union nationale des propriétaires immobiliers qui représente ces propriétaires privés, ils nous disent toujours, mais vous savez, le propriétaire, le bailleur privé, il a 1 ou 2 logements, il veut ça pour sa retraite. Alors, je pense que globalement, 80% des propriétaires, des bailleurs privés ont 1 ou 2 logements, mais que les 20% qui ont beaucoup de logements ont une emprise très forte sur le marché locatif. Donc moi, j'avais 2 questions. Et je voulais juste aussi ajouter, je me suis aperçue au cours des enquêtes qu'il y avait tout un mouvement de jeunes... jeunes ou pas jeunes, enfin, d'investisseurs qui disaient qui sont pour la liberté financière et dont l'objectif est à 40 ans d'être rentier. Ils le disent ouvertement en disant les salaires, ça paie les factures, mais ça ne permet pas de s'enrichir. Nous, on veut à 40 ans ne plus pouvoir travailler ou pouvoir faire le travail qu'on souhaite. Et donc je pense que je les suis un peu sur Twitter, etc., qu'ils sont dans les multipropriétaires, parce que leur objectif, c'est d'accumuler du patrimoine. Mais donc ma question, c'est est-ce que c'est nouveau et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une concentration à bas bruit, parce que dans les autres pays, on a vu des fonds d'investissement être très actifs, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas. Mais là, en France, on n'a pas vu de fonds d'investissement extrêmement actifs, mais plutôt ces multipropriétaires très discrets. Est-ce que vous voyez un accroissement de leur influence et est-ce que vous pensez que c'est récent ? On prend une autre question et puis ça vous laisse le temps de réfléchir. Cécile Hagman, COP Foncière. Moi, j'avais une réflexion qui était sur le type de parc entre le neuf et l'ancien, en fait. Est-ce qu'il y a un effet de l'ancienneté du parc sur les prix des logements et sur les loyers? Parce que je réagissais à ce que vous disiez tout à l'heure en disant que les primo-accédants ont tendance à acheter plus cher, et je me demande à quel point, enfin ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, mais à quel point ça peut être orienté par le PTZ et le fait qu'on les oriente et qu'on les pousse vers le neuf. Or, on sait quand même que globalement, le logement neuf est plus cher que le logement ancien. Donc je me posais une question vraiment autour de cette typologie du parc entre le neuf et l'ancien, les mécanismes et les effets de défiscalisation et comment ils peuvent soutenir tout ça. Et c'est plutôt une remarque parce que j'ai travaillé j'étais dans un groupe de travail de l'Observatoire régional du foncier en Ile-de-France, et où un des sujets était comment on ne perd pas la main sur le suivi des transactions par la montée en puissance des share deals, je sais pas si c'est le bon terme, des share deals, en fait le fait qu'on n'achète plus ces logements, mais on achète des parts d'une société et que cette société est détentrice des logements. Et qu'en fait tout ça échappe de plus en plus à la connaissance et à la maîtrise de la puissance publique. Et donc je ne sais pas si ces sujets-là... Vous identifiez les SCI, mais en fait toute cette part de logement qui est détenue pas par des propriétaires personnes physiques, mais qui en fait potentiellement est un mécanisme, en tout cas un effet qui s'accélère. C'était un des gros sujets en tout cas de l'Observatoire régional du foncier. On a encore une question là-haut, Catherine Sabat. Catherine Sabat, idéal. Ça poursuit la question de Cécile, parce que en fait, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que vous disiez à un moment que les primo-accédants payaient plus cher. Mais en fait, quand on regarde tous les produits de défiscalisation, ils ont en tout cas la réputation d'être toujours vendus plus cher et largement plus cher. Et eux, ils s'adressent à des investisseurs qui ne sont pas généralement des primo-accédants. Donc, voilà, peut-être que j'ai mal compris le graphique, mais j'ai l'impression qu'il y avait 2 effets un peu contradictoires. On vous laisse prendre peut-être ces premières questions et puis on refera un petit tour après.
D'abord, la question peut-être sur le neuf et l'ancien. Là, dans le modèle qu'on a utilisé, on ne s'est focalisé que sur l'ancien. Donc, c'était des différences de prix d'achat dans l'ancien. Donc ça, c'était pour cette première question. Ensuite, je voudrais réagir à la question sur les nouveaux rentiers, là, donc ces catégories qui seraient potentiellement des gros multipropriétaires. C'est pas une catégorie qu'on a investiguée, même si c'est vrai qu'elle peut être visible peut-être sur les réseaux sociaux ou via du conseil à l'investissement. Ce qu'on observe sur la période longue des 10 années qu'on a étudiées, c'est que c'est plutôt des moyens. Donc la catégorie de personnes qui détiennent entre 2 et 5 biens qui a connu la plus forte croissance, 2 et 4 biens, pardon, qui a connu la plus forte croissance. Et en fait, les plus de 5 biens, ils ont eu tendance à peut-être déstocker leur patrimoine, justement, ou le transférer via des SCI. Donc là, c'est un peu peut-être une limite de notre travail qui est encore intermédiaire. C'est qu'on n'a pas forcément désopacifié les SCI, mais parce qu'elles aussi, elles ont des logiques de croissance et de recomposition spatiale qui sont différentes de la propriété de plein nom. Donc là-dessus, oui, il faudrait peut-être mener plus de travaux. Mais voilà, la catégorie qu'on a vu le plus augmenter, nous, c'était plutôt les moyens multipropriétaires. Si je peux simplement compléter là-dessus, nous, en tout cas, l'échantillon qu'on peut avoir à travers nos contrôles sur l'immobilier de tourisme, effectivement, c'est plutôt cette gamme-là, entre 2 et 4 logements, qui sont... donc parce que acheter à Paris, c'est quand même extrêmement cher, donc c'est quand même un investissement extrêmement cher, mais qui, avec la transformation en immobilier de tourisme et des loyers à la nuitée, sont excessivement, évidemment, rentables. Et donc, on est plutôt sur ce format-là, effectivement. Donc, nous, la croissance dans ces 10 dernières années, c'est plutôt l'immobilier de tourisme qui a transformé la multipropriété à Paris. Et je ne sais pas, à Bordeaux, c'était le cas aussi, mais bon, c'est aussi une ville extrêmement attractive. Voilà. Donc, c'est peut-être un facteur aussi à... Parce qu'à côté de la multipropriété, du logement en centre-ville pour ses études, pour ses enfants quand ils seront étudiants, à côté de la multipropriété pour avoir un pied-à-terre quand on est sur une double résidence et qu'on travaille dans 2 villes différentes, et puis la logique de SCI patrimoniale liée à un héritage, etc. Voilà, ce que je pense dans les 10 dernières années, ce qui s'est développé, c'est l'investissement aussi pour le meublé de tourisme, sur du logement. Si on reste dans la catégorie des petits, quoi. Oui, peut-être juste un tout petit complément par rapport à ce qui a été posé comme question. Effectivement, depuis le début des années 2000, on a cette recomposition de la propriété résidentielle avec une reconcentration des patrimoines au sein des personnes physiques. Donc c'est vrai que ce dont on parle beaucoup, ce sont les gros investisseurs financiarisés, mais sur ce marché-là de la propriété résidentielle, on a quand même plutôt des comportements de petits ménages ordinaires qui vont accumuler du patrimoine pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que l'immobilier, c'est un placement attractif, parce que la société dans son ensemble et dans son évolution contraint aussi à faire ses placements et à anticiper l'avenir. Et c'est une tendance qui n'est pas seulement observée en France, c'est une tendance qui est observée dans d'autres pays européens. C'est parfois caractérisé de post-home ownership society ou de landlordism, private landlordism qui se diffuse, généralise. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est observée, et c'est pas forcément les ménages parisiens strictement les plus aisés, où on est vers des faits. Ce que montrent nos résultats, c'est que qu'on soit à Avignon, Nevers, malgré tout, Bordeaux ou Lyon, on a ce phénomène de multipropriété qui se développe, qui est assez diffus, même s'il y a des différences, et c'est là où il faut vraiment qu'on se pose et qu'on analyse avec dans le détail les résultats qu'on a pu produire, et qu'on enquête aussi les ménages concernés pour bien comprendre et mieux comprendre leur logique. C'est entre ce qui se passe entre les marchés dépréciés et les marchés attractifs. J'ai l'impression qu'on y revient souvent là depuis le début de la journée, mais c'est une lecture qu'on doit avoir de ces phénomènes. Et Catherine, on n'a pas répondu à votre question. C'était ça, j'avais noté. Donc la question c'était de savoir, donc effectivement là les résultats, notamment de l'analyse économétrique menée par Rémi sur les différences de prix d'achat en fonction du patrimoine du propriétaire. Ce qu'il a bien montré, c'est qu'à bien similaire, un primo-accédant, il paye plus cher. Et après, la différence
et donc de l'ordre de plus de 7% sont bien. Donc c'est vrai que ça soulève tout un tas de questions. Et après, l'autre point de lecture, l'autre résultat qui a été mis en évidence par ces travaux-là, c'est que les ménages qui sont dans une dynamique d'addition, d'accumulation, d'achat de nouveaux biens sans revendre, déstocker des biens de leur patrimoine par ailleurs, ils vont aussi payer plus cher. Donc c'est souvent le cas du ménage qui va être en résidence principale, qui va faire un investissement locatif et du coup qui va recourir au crédit par exemple, ou qui va être conseillé par sa banque pour faire cet investissement et qui va là aussi surpayer par rapport à un ménage qui va peut-être avoir un comportement plus expert sur le marché, qui va savoir revendre le bon bien, en acheter un autre, etc. Mais là encore, c'est des éléments qu'on doit mieux analyser. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, les différences, elles s'annulent quasiment au-delà d'un patrimoine de 5 biens détenus. C'est-à-dire que là, vraiment, les acquéreurs qui ont un gros patrimoine, du coup, qui sont plus expérimentés sur les marchés, là, ils payent plutôt au prix de référence. Alors moi, j'avais quatre petits points, quatre petites questions à vous poser. Enfin, la question territoriale a commencé à être un peu mise sur la table dans les dernières réponses, mais c'est vrai que vous avez 3 profils de villes assez différents dans la recherche, hein, que ce soit Bordeaux, Avignon et Nevers. Est-ce que du coup, vous avez commencé à en parler, mais effectivement, est-ce qu'il y a déjà des grandes lignes de force qui se dégagent sur ces... Alors vous avez parlé un peu des profils de multipropriétaires, mais en termes d'usage aussi de ces biens détenus par des multipropriétaires, sur l'impact sur les prix et sur les loyers, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a, vous pouvez nous en dire un peu davantage. La question aussi de l'impact sur les loyers. Est-ce que vous avez déjà des éléments là-dessus? Est-ce qu'on constate, alors peut-être que c'était sur le graphique précédent, mais des effets de surloyer qui participent un peu à une dynamique inflationniste sur ces marchés-là? Est-ce qu'on peut objectiver certaines choses? Après, peut-être une question aussi pour faire la passerelle, c'est en termes d'outils de régulation. On a commencé à parler des outils de fiscalité, des instruments fiscaux, éventuellement aussi de régulation des meublés touristiques, mais est-ce que alors que ça soit du côté peut-être de la ville de Paris avec Blanche Guillemot, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées là-dessus, même si on sait que la boîte à outils est un peu limitée, où en sont un peu les réflexions, et peut-être comment vous du côté de l'équipe, et notamment peut-être au regard de la revue de la littérature au niveau international que vous avez peut-être fait dans le cadre du projet, est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont pu être expérimentés? Et enfin, une dernière petite question, parce que c'était dans l'introduction, on sait que c'est dans le projet, mais alors là on remonte un peu dans une dimension un peu conceptuelle, mais selon vous, vous parlez de cette notion, de ce concept de post-propriété occupante, si vous pouvez un peu expliciter de la manière à travers laquelle ces travaux-là permettent de faire émerger, renforcer un peu ce concept, et puis un peu quelles peuvent en être les dimensions un peu concrètes en termes de réflexion autour de la transformation de l'action publique, et puis même pour l'ensemble des opérateurs qui sont ici aujourd'hui, quelles peuvent en être les dimensions et implications concrètes dans la manière de réfléchir à ces différentes questions. 4 en 1. Je vais juste répondre là une partie des questions, puis je vais laisser aussi mes collègues prendre la parole. Peut-être qu'ils auront des idées. Donc sur la question de la fiscalité, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien travaillé sur ces dispositifs de régulation. Notamment, en fait, notre ambition, c'est de comparer les effets des dispositifs nationaux, notamment le passage à l'IFI, et puis regarder aussi les dispositifs qui sont mis en place par les collectivités locales. Donc il y a des rapports, on a quelques gros rapports, mais un peu costauds
qu'on a mis de côté et sur lequel on va travailler, notamment Guillaume Boulet, là, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui va travailler sur ce chantier pendant les mois à venir. On a bien repéré aussi qu'il y avait des travaux récents qui avaient été publiés par Olivier Mélin, il me semble, sur ces questions de fiscalité patrimoniale et sur le caractère désincitatif en fait à la non-accumulation. Du coup, ça c'est des travaux qu'il faut qu'on analyse encore avec plus de détails. Mais ça fait partie des pistes à venir sur les questions de post-propriété occupante. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a ce terme-là dans la littérature académique un peu séduisant, ces concepts de post-home ownership society, mais quand on dit post-propriété en France, on a l'impression que du coup on n'est plus attaché à la propriété, qu'on est dans un monde post. Mais bon, non, c'est pas du tout l'idée a priori que traduit le concept. Non, c'est bien cette idée qu'on a une affirmation d'une génération de locataires et qui n'a pas accès en fait à la propriété et avec des vulnérabilités croissantes en matière d'abordabilité au logement. Donc c'est ça en fait la grille de lecture et d'interprétation, et ça donne d'autant plus de poids au fait d'importance au fait d'identifier cette multipropriété des personnes physiques. Pour bien comprendre ce qui, en quoi aussi on a certaines politiques publiques qui ont favorisé cet état de fait aujourd'hui, l'encouragement à l'investissement locatif, la location courte durée, etc. C'est une somme de dispositifs aussi d'actions publiques qui ont facilité cette situation. Voilà, donc les solutions, on les a pas. On essaie d'être fin là sur le constat et sur l'approche territoriale aussi. Et comme je le disais, en mettant bien en regard ces marchés dépréciés de ceux qui ne le sont pas. Et puis, on a tout quand même un chantier qui va nous occuper sur la place du foncier aussi dans la composition de ces patrimoines. Quel est le rapport de ces multipropriétaires aussi à leurs biens fonciers? On avait une hypothèse forte au départ, c'est de savoir si le foncier était le support en fait de comportements marchandisés, financiarisés à l'image de ceux qu'on connaît et qu'on observe sur l'immobilier. Là, c'est une question encore qui reste très ouverte et qu'on n'a pas pu travailler au-delà de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Sur les questions de loyer, peut-être Antoine, tu avais des choses à dire. Il y avait une question sur l'impact sur les loyers. Oui, sur les loyers, en fait, le travail que Laure a montré à la fin, qui est issu du stage de Manon, il porte sur les revenus des locataires parce qu'on n'a pas eu accès à des données où on pourrait appareiller les niveaux de loyer et le patrimoine des propriétaires. Donc le détour qu'on a trouvé, c'était de regarder le niveau de revenus des locataires d'un propriétaire donné. Donc on l'a fait avec la base Fideli 2017 où il y a cet appariement entre le propriétaire et les biens. Et on s'est posé la question d'utiliser quand même, on a des infos sur les revenus fonciers de ces propriétaires, sauf que s'ils ont 3 logements, on ne sait pas quelle est la part de chacun des logements. Donc c'était la raison pour laquelle on a trouvé ce détour et que Manon a mené, donc de travailler sur les locataires plutôt que sur les loyers payés et donc les comportements de gestion différents. Très rapidement, parce que sur les dispositifs de régulation locale, c'est en cours. Voilà. Il y a eu un stage qui a été fait là juste avant l'été, donc il faut analyser ce qui a été produit. Donc la prochaine fois. Oui, peut-être, comme vous allez, de ce que j'ai compris, avoir une approche un peu plus qualitative sur les motivations de ces multipropriétaires. C'est vrai que je trouve qu'un point très intéressant à creuser sur lequel il y a finalement assez peu de connaissances, me semble-t-il, c'est la question de la résidence secondaire et de la façon dont elle est constituée, approchée, notamment au cœur des villes. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, la résidence secondaire, c'est quand même plutôt un lieu de vacances. Et en fait, on s'aperçoit quand même que beaucoup de villes dont les marchés locatifs sont extrêmement tendus et trop chers pour les habitants
on voit une progression importante des résidences secondaires. Donc est-ce que c'est pour son propre usage, lorsqu'on a les moyens finalement d'immobiliser financièrement son patrimoine pour son propre, voilà, ou est-ce que c'est vraiment lié au fait que c'est possiblement rentable grâce au meublé de tourisme? Enfin, je pense que c'est une question importante sur lequel aujourd'hui on a assez peu finalement de connaissances des motivations et de la place de la résidence secondaire dans des stratégies patrimoniales, quoi. Notamment dans des villes très chères, quoi. Voilà. Donc ça, dans l'aspect plus qualitatif de la poursuite de votre enquête, c'est intéressant. Et après, sur la régulation, je pense que, donc j'ai entendu, vous avez déjà commencé à y travailler. En tant que pouvoir public, on a vraiment quand même des outils qui sont assez décisifs à travers les règles d'urbanisme et le PLU, puisque et la ville va bientôt adopter son PLU bioclimatique. On a la capacité à donc imposer des règles du jeu en matière de programmation de logement, en matière évidemment d'autorisation d'urbanisme, à travers les servitudes, à travers les emplacements réservés, et donc de faire en sorte que la détention foncière sur une collectivité, à un moment donné, rencontre l'autorité publique qui a son mot à dire sur la capacité à construire, la capacité à transformer. Et donc, de plus en plus de PLU quand même se dotent de ces outils-là, qui sont des outils assez puissants, et notamment les emplacements réservés, où la destination et l'utilisation de ces fonciers-là est guidée par la puissance publique. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose aussi à analyser, à creuser dans les outils de régulation. Et puis, il y a évidemment le droit de préemption, qui est aussi donc un outil assez puissant. On peut intervenir sur une vente, et vous parliez des share deals. Nous, c'est évidemment effectivement une des questions qui se pose quand la transaction, puisqu'avec un share deal, la transaction n'est pas soumise à publicité foncière, et donc du coup, ça ne vient pas jusqu'à nous. On ne reçoit pas la déclaration d'intention d'aliéner, donc ça c'est effectivement un sujet. Mais la préemption reste quand même un outil vraiment intéressant pour justement que la puissance publique acquiert les logements à transformer en logements sociaux. Voilà. Et après, je pense que c'est un vrai défi aussi du côté du monde du logement social, de se doter, à l'heure où on produit beaucoup quand même dans l'acquisition, dans l'existant, dans la transformation du parc existant, de se doter d'outils de prospection foncière, de développement pour acquérir en fait, et qui soit peut-être plus affûtés sur le fonctionnement des marchés qui les entourent, la connaissance des logiques des acteurs privés, des multipropriétaires qui les entourent, pour être aussi acteurs et acheteurs sur ces marchés, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi des stratégies de développement à réinterroger chez les bailleurs sociaux. Voilà. Peut-être un point aussi, puisqu'on parlait des types de biens qui composaient le patrimoine. Je pense qu'ayant travaillé avec Rémi Lay pendant quelques mois, il nous en voudrait peut-être de ne pas l'évoquer, mais ce qui avait été mesuré, notamment dans le cadre de sa thèse, c'était qu'un tiers des changements de propriétaires sur la dernière décennie était le fait de l'héritage. Et donc je pense que ça joue aussi un poids significatif dans ces patrimoines moyens qu'on peut mesurer aujourd'hui, et sur des pistes aussi de régulation pour l'avenir. Oui, je me permets de poser, j'ai deux questions. Je suis Anna Nomina, je suis fondatrice de la start-up 800.1. J'ai deux questions. La première, c'est concernant l'analyse du désir des Français à acquérir une résidence principale quelque part. Donc, on peut très bien travailler à Paris et ne pas vouloir acquérir une résidence à Paris pendant toute sa vie, plutôt qu'avoir une résidence secondaire quelque part où il fait beau, où on est chez soi ou quelque chose comme ça. Donc, quel est le besoin en fait des Français, la part des Français qui veulent vraiment avoir leur résidence principale et des résidences secondaires plutôt. Ma deuxième question, c'est concernant la régulation. Quand on veut faire une analyse comme instrument pour alimenter une réglementation, une régulation de l'achat généralement de la multipropriété, et le pouvoir public ou la ville, par exemple de Paris, comme étant un acquéreur de résidences,
pour pouvoir les louer, avec tous les challenges et les défis d'exploitation, de qualité de ces logements, de salubrité et maintenant d'impact climatique de ces logements, qui va payer la facture finalement de rénovation de tous ces logements que le pouvoir public voudrait en fait acquérir pour pouvoir les présenter en logement social. Est-ce que cela ne va pas finir par augmenter une autre facture de l'État, de la ville, de la taxe pour pouvoir rénover à nos propres frais, c'est-à-dire l'État et tous les Français, les contribuables, ces logements, plutôt que les laisser aux multipropriétaires et faire plutôt des réglementations pour les rendre salubres et bons pour le logement, plutôt que de le faire à l'envers, en fait. Alors, Merci. est-ce qu'il nous reste une toute dernière question ou pas? Et sinon, on va demander... Oui, par ici. Une question en 10 secondes et on aura des réponses en 20 secondes. Simplement savoir si vous aviez regardé donc, le rapport Le Meur qui parle donc, de la rentabilité locative qui est en baisse. C'est un constat depuis à peu près une quinzaine d'années. Une étude a été faite sur la baisse de rentabilité locative qui fait qu'il y a un déstockage souhaité en fait, des multipropriétaires des biens qu'ils ont en propriété et aussi un refuge vers les locations de courte durée qu'on voit donc à Paris qui prospèrent parce qu'il y a pour certains multipropriétaires, il y a même une rentabilité négative en fonction de leur revenu fiscal et de leur situation fiscale. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Ce rapport est paru en juillet, donc c'est peut-être un peu récent par rapport à vos études, mais il y a certainement un impact sur le poids de la multipropriété, en tout cas sur votre étude. Et donc, on vous laisse répondre rapidement. Donc peut-être rapidement, on a vu passer le rapport, on l'a regardé, mais je ne suis pas certaine que ce soit toujours un bon calcul économique qui est fait derrière ces stratégies d'accumulation. Et même, on a des collègues sociologues, notamment, qui ont montré à partir de cas aussi de multipropriétaires qui sont des multipropriétaires plutôt dans la fraction la moins riche, on va dire, des ménages, qui aussi font ce pari-là, la multipropriété, pour un élargissement, pour une sécurisation, pour tout un tas de raisons, pour un statut social, pour plein de choses, et qui, je pense notamment aux travaux de Cécile Vignal, qui porte là-dessus, et qui montre que c'est parfois pas toujours un bon calcul économique. Je pense qu'il y a vraiment énormément de déterminants à la multipropriété qui ne sont pas strictement le résultat de calculs rationnels économiques, et parfois même l'inverse. Mais c'est à creuser, effectivement. Oui, peut-être sur les enjeux de rénovation du parc de logement, ils sont... évidemment assez considérable, que ce soit sur le parc privé ou le parc social. Donc d'une certaine façon, quand les bailleurs sociaux investissent pour acquérir des immeubles et en faire des logements sociaux dont ils ont la responsabilité, ils réinvestissent ces immeubles pour les rénover avec une ambition assez importante. Depuis les années 2000 à Paris, il y a plus de 5000 logements sociaux rénovés par an, avec des exigences de saut d'étiquette, d'utilisation de matériaux biosourcés, de végétalisation. On soutient aussi beaucoup nos bailleurs pour qu'ils débitumisent les cours et qui restaurent des espaces de pleine terre et donc qui créent des îlots de fraîcheur, etc. Donc on a, me semble-t-il, quand un bailleur social est maître d'ouvrage, une capacité à investir pour transformer et adapter au changement climatique le parc dont ils ont la responsabilité. Et ce n'est pas que l'argent public, c'est aussi l'argent des locataires, puisqu'ils mettent beaucoup de fonds propres dans ces opérations de rénovation. Donc certes, il y a un soutien public au niveau national avec les aides à la pierre, au niveau local avec les fonds que les collectivités peuvent dédier à ces rénovations. Mais voilà, on allie à la fois une adaptation au changement climatique et la capacité à produire pendant 60 ans du logement à un coût bien inférieur au prix du marché. Et donc c'est quand même
voilà, des investissements qui sont rationnels sur le long terme pour l'ensemble des acteurs concernés. Et après, sur le parc privé, détenu en multipropriété, en monopropriété, en copropriété, puisqu'à Paris, notre réalité, c'est beaucoup la copropriété aussi, hein, où il peut y avoir des multipropriétaires dedans, mais bon, la prise de décision sur la rénovation, elle se fait à cette échelle de la copropriété. Voilà, on a toute une dynamique qui est lancée avec Éco-Rénovons, et puis la plupart des grandes villes et des collectivités soutiennent évidemment aussi ces démarches-là. Mais c'est des processus de décision assez complexes, que l'ensemble des copropriétaires se mettent d'accord sur un programme ambitieux. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'il faut aussi des aides publiques, y compris pour les copropriétaires privés, pour les aider à adapter leur immeuble au changement climatique. Et c'est grâce à ce soutien que ça avance. Voilà, donc hier, il y avait la remise des trophées Coach CoPro sur la région parisienne, avec voilà, beaucoup d'acteurs qui se sont... voilà, on est un peu au début de la massification, on n'en est encore qu'au début. Hein, donc, le défi est considérable. Et là aussi... me semble-t-il, l'investissement public est absolument pertinent. Hein, on parle de planification écologique. S'il y a bien un secteur où elle a beaucoup de sens, c'est la transformation du parc résidentiel, qui soit détenu par des bailleurs sociaux, par des multipropriétaires. Cet impératif écologique, il est vraiment partagé par tous, quoi. Voilà. Merci. Alors merci à l'équipe pour avoir présenté ces recherches et à Blanche Guillemot d'avoir accepté de jouer le jeu de la discussion de ces travaux sur la multipropriété.